Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue, bienvenue à ce colloque. J'ai noté le nom du colloque, Marie. Pour faire d'erreurs graves. Donc, le titre du colloque, perspective curatoriale sur les collections. Et c'est un colloque organisé, une journée d'études de domaine organisée par le CIECO avec la Galerie de l'UQAM et la chaire de recherche UQAM en études et pratiques curatoriales dans le cadre du partenariat des nouveaux usages des collections dans les musées d'art. Donc, un véritable plaisir de s'attaquer à un enchaînement de mots aussi significatifs. Alors, pour porter un regard sur les collections et en discuter, il y aura parmi nous aujourd'hui, demain, une pléiade d'experts, des étudiants très engagés dans leur recherche sur ces sujets, des observateurs divers, des gens de haut calibre dans les musées, j'en aperçois dans mon champ périphérique. Et donc, ce sera certainement le livre très riche et intéressant à découvrir et sur lequel échanger. Marie Nazaire a plusieurs questions pour soutenir une réflexion nécessaire depuis longtemps, car les collections ont souvent été les mal-aimés des musées, alors que prévalait ce que je me suis permis d'appeler à certains moments l'omnibutisation des institutions muséales, équivalait aux collections d'être séquestrées dans les réserves pour laisser place à des blockbusters, des expositions mammouths, envahissant tout l'espace muséal. Bref, le développement des collections et leur exposition sont faites et continuent de se faire dans des postures variées, allant de l'orthodoxie acoustique, dans le White Cube, au concept de la réserve ouverte. Les pratiques curatoriales les concernant sont complexes et pour cela intéressantes. Et c'est ce qui motivera les présentations du colloque. Alors, où en sommes-nous, Marie-Nazaire? Comment, pas qu'elle, bien sûr, mais quand même, c'est elle qui nous pointe la question. Comment repenser l'engagement des musées dans les collections? Elle nous en parle dans un instant. Le temps pour moi de vous inviter cordialement à descendre à la galerie après la conférence invité de prestige pour l'ouverture de ce colloque, où on aura à vous offrir un verre de l'amitié, mais surtout 2 expositions magnifiques à découvrir. Alors, après la conférence autour de 18h, et maintenant c'est le tour de Marie Nazaire. Est-ce que je nomme ton titre, Marie? Je suis directrice de la chaire de recherche. Merci beaucoup, Louise. J'espère que je suis bien dans l'angle de la caméra. C'est bon, on me le confirme. Merci, Louise. Et à mon tour de vous souhaiter la bienvenue, que vous soyez ici à l'UQAM ou que vous soyez à distance via la plateforme Zoom. C'est un plaisir de vous accueillir à cette journée d'études, cette conférence et cette journée d'études perspectives curatoriales sur les collections. Alors, la conférence est enregistrée pour ceux et celles qui sont en ligne, qui ne voudraient pas être filmés. Je vous invite à fermer votre caméra. Et si vous avez des questions, je vous invite à contacter l'équipe de CIECO, Josée Desforges, qui est avec nous, qui est la coordonnatrice scientifique de CIECO, ou encore Marie-Lie Labonté, qui est la coordonnatrice de CIECO UQAM. Le groupe et de réflexion CIECO a été fondé en 2014. Il réunit les principaux pôles d'études de la muséologie francophone au Québec et au Canada, tant dans l'université que le musée, autour de questions de recherche sur les nouveaux usages des collections dans les musées d'art. Les activités de recherche sont réalisées en partenariat avec des musées, des organismes culturels, de même que des projets de recherche-création, réunit des chercheurs, des chercheuses, des créateurs, des créatrices, du personnel professionnel des musées, des stagiaires au postdoctorat, ainsi qu'une importante communauté étudiante au doctorat, à la maîtrise, dans des programmes d'histoire de l'art, de muséologie et d'art visuel provenant d'institutions d'enseignement au Québec, au Canada et à l'étranger. Collectivement, nous reconnaissons que les 3 universités québécoises à l'origine de la création de CIECO, soit l'Université de Montréal,
l'Université du Québec à Montréal, territoire sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui, l'Université du Québec en Outaouais, sont situés sur des territoires autochtones non cédés et habités à travers le temps par plusieurs nations autochtones. Il est par conséquent de notre devoir de contribuer à la prise de conscience de cette historique de colonialisme et de favoriser le respect des savoirs et des cultures autochtones. Cette journée d'études débute avec une conférence de Nora Sternfeld et elle est organisée par l'Axe 1, la collection exposée, du partenariat des nouveaux usages des collections dans les musées d'art, subventionné par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, ainsi que par la chaire de recherche en études curatoriales de l'UQAM et, bien entendu, notre partenaire principal pour l'événement, la Galerie de l'UQAM. CIECO regroupe 3 autres axes. La collection engagée, sous la responsabilité de Joanne Lamoureux à l'Université de Montréal, la collection élargie, sous la responsabilité de Mélanie Boucher à l'Université du Québec en Outaouais, et la collection partagée, sous la responsabilité d'Emmanuel Château-Dutier de l'Université de Montréal, et vous aurez l'occasion de le rencontrer demain. Je voudrais remercier très chaleureusement notre partenaire, la Galerie de l'UQAM, et tout particulièrement Louise Derry, avec qui c'est toujours un plaisir de collaborer, ainsi que son équipe qui a participé à l'organisation de cette journée d'études. Anne Philippon, conservatrice adjointe, que vous aurez l'occasion aussi de rencontrer demain et ce soir au Vin de l'Amitié, ainsi que Léa Lantier-Lapierre, qui est responsable des médiations et des communications, qui nous accueillera dans les expositions à la Galerie de l'UQAM après la conférence. Je voudrais également remercier Marie Labonté, qui coordonne CIECO à l'UQAM et dont les talents de coordonnatrice ne sauront être encensés suffisamment pour dire comment elle est extraordinaire. Et aussi, surtout, Lisa Bourani, avec qui j'ai co-organisé cette journée d'études. Lisa est membre étudiante de CIECO depuis 2016. Elle est commissaire d'exposition. Elle est coordonnatrice scientifique de la chaire de recherche en études et pratiques curatoriales. Et elle poursuit un doctorat en muséologie à l'UQAM en co-tutelle avec l'Université de Paris. Sans plus tarder, je vais lui céder la parole. Bonsoir tout le monde, bienvenue. C'est avec très grand plaisir que nous allons débuter cette conférence, cette journée d'études, qui était un long processus, plus d'un an de travail. Et lorsqu'il a été question de trouver une personne pour ouvrir cette journée d'études intitulée Perspectives curatoriales sur les collections, il est presque tombé d'évidence de trouver une façon d'inviter Nora Sternfeld à venir nous rejoindre à Montréal. Puisque, comme le titre l'indique, les perspectives curatoriales et les collections sont 2 mondes qui se confrontent et qui se rencontrent. Et donc, il nous fallait une personne qui soit en mesure de les confronter ou de les questionner avec nous. Nora a souvent écrit sur les perspectives curatoriales. Un des textes qui me l'a fait découvrir, c'est What can the curatorial learn from the educational? Mais elle a également travaillé en muséologie. On peut penser notamment à son ouvrage sur le musée radical démocratique. Nora a énormément de chapeaux et de choses elle a énormément travaillé dans différents mondes, puisqu'elle est médiatrice, éducatrice artistique, curatrice et professeure d'éducation artistique à l'Université des Beaux-Arts de Hambourg. De 2018 à 2020, elle a été professeure documenta à la Kunsthalle de Kassel. Et de 2012 à 2018, elle a été professeure de conservation et de médiation de l'art à l'Université Aalto d'Helsinki. La venue de Nora a été un long processus. Je l'ai notamment rencontrée dans une conférence où elle faisait une conférence performance à Paris, où elle animait des objets dans une exposition qui était un processus curatorial en soi. Puis nous sommes retrouvés à Vienne
à l'Université des Arts Appliqués où elle célébrait avec toute son équipe le 20e anniversaire d'un programme dans lequel elle est la cofondatrice. C'est le Master Programme for Exhibition Theory and Practice. Cette rencontre est une question qui nous a également animés puisqu'ils se sont interrogés avec un titre qui se disait comme ceci: How can the critique of the museum have consequences in the museum? Donc c'est un petit peu aujourd'hui aussi une question que nous portons. Nora est membre d'un très grand nombre de différentes organisations. Elle a fondé aussi des groupes de recherche. Et aujourd'hui, elle nous présente une conférence qui s'intitule « Le paramusée et les spectres de l'infrastructure ». Donc, c'est avec plaisir que nous t'accueillons. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est un très grand honneur d'être ici. Et merci Lisa, je suis très heureuse. Et Marie, oui, merci pour cette grand honneur de m'inviter. Et puis, oui, c'est super de penser ensemble. Donc, c'est un très beau début de quelques journées. Ma présentation s'appelle « Le paramusée et les spectres de l'infrastructure ». La présentation ici est en anglais. Moi, je vais parler en français. Comme je l'ai préparé en anglais et en allemand, donc les mots, je les ai plutôt pensés en anglais, je les ai traduits là en français. C'est un peu entre les deux. Et ma présentation, en fait, se pose des questions sur plusieurs choses. Une chose est la question du soin envers les collections. À quoi sommes-nous fidèles? Si nous sommes fidèles ou si nous prenons soin pour le matériel qui est dans les collections. Et aussi la question de la représentation et si malheureusement la représentation, ou bien peut-être aussi heureusement, est devenue assez vide dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et en plus, j'essaye de comprendre comment on peut penser le musée pas seulement comme un espace de silence, mais aussi comme un espace de conflit. Et de là, je vais vous présenter un concept sur lequel je travaille depuis quelques années avec Irit Rogoff, en relation avec les spectres de l'infrastructure, qui est un projet de recherche que nous suivons depuis presque 10 ans, qui est le concept de l'inarchivable. Donc, en fait, je vous le dis déjà, moi, je pense que ce dont il vaudrait la peine de prendre soin dans les collections, c'est l'inarchivable. Ce que vous voyez ici, c'est le texte qui était écrit dans une vitrine de la nouvelle exposition de la collection du MoMA à New York, qui n'est plus tellement nouvelle maintenant, vous le savez. Et le texte est écrit en anglais et je préfère vous le lire en anglais dans sa version originale, comme le texte était dans la vitrine. Donc, dans cette vitrine, comme explication, on pouvait lire. The Art Workers Coalition, AWC, was born out of an action at MoMA on January 3, 1969, when the artist Takis removed his sculpture, which was owned by the museum, from an exhibition on the grounds that an artist had the right to control the exhibition and treatment of his work, even if he no longer owned it. This was the catalyst that led a group of artists, architects, filmmakers, critics, and museum and gallery personnel to coalesce into the Art Workers Coalition. The AWC sought to address the rights of artists and political and social justice matters. They imposed a set of 13 demands on the museum, including free admission, a section of the museum devoted to showing work by Black artists, and the museum's convening of a public hearing on the topic of the museum's relationship to artists and society.
Throughout the course of the year, the AWC staged demonstrations, organized an open hearing, and attended meetings with MoMA staff to further their cause. Il s'agit donc d'un texte dans une vitrine, et comme toute vitrine, celle-ci crée de la signification et de la valeur. La boîte en verre, élégante, avec des matériaux d'archives, crée une proximité tout en étant inaccessible, une aura. La vitrine protège ce qu'elle montre, mais elle attire aussi notre attention sur la valeur de ce qui est présenté. Le texte est parfaitement placé entre les documents d'archives. Il contextualise les documents, les photographies et les brochures qui donnent un aperçu d'un exemple concret de lutte historique pour changer l'institution. Les matériaux proviennent en grande partie des archives du MoMA et se retrouvent manifestement institutionnalisés ici, au 4e étage du musée, dans l'espace qui présente des œuvres de la collection des années 1940 à 1970. Maintenant, tout cela me pose quand même des questions. Que font des revendications politiques dans la vitrine d'un musée d'art moderne qui, en plus, des revendications qui en fait sont adressées à ce musée même, mais ce musée qui les expose n'a jamais vraiment pris des conséquences de ces revendications. Et c'est cette question qui me perturbe en quelque sorte dans notre discussion. C'est cette question qui me fait penser que nous sommes dans une relation avec la représentation dans laquelle la représentation muséale n'est plus en relation avec ceux qui elle représente. Donc, en quelque sorte, est vidée de son signifiance. C'est à cette question concrète ainsi qu'à des questions plus générales que je souhaite répondre dans ma présentation. Que signifie le rapport entre les institutions et les luttes contre les institutions du point de vue des institutions? Donc, quelle est la responsabilité des collections envers l'histoire qui est toujours en quelque sorte en conflit. L'histoire est l'histoire de conflit. Et comment la relation envers les collections peut prendre soin de la conflictualité de cette histoire. Si nous comprenons la mission d'un musée comme une fidélité critique aux matériaux, comment l'institution serait-elle fidèle aux matériaux? S'agit-il vraiment de protéger le bout de papier sur lequel 13 revendications ont été tapées? Regardez-le, il est clair qu'il a été reproduit, photocopié, et donc il n'est pas vraiment un original. Mais si vous le regardez bien, pensons à l'aura de Walter Benjamin, ce papier-là a une marque rouge pour les revendications 2 et 3, donc il est clairement devenu un original dans la façon dont le musée travaille avec le papier photocopié. Donc, s'agit-il vraiment de juste protéger le bout de papier ou s'agit-il plutôt de savoir de quoi il s'agit? L'institutionnalisation qui veut être fidèle aux matériaux ne devrait-elle pas être fidèle aux exigences? Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Comment pourrait-on être fidèle aux revendications qu'on peut lire sur ce papier? Et comment peut-on conserver quelque chose du conflit et le rendre réactivable et pas seulement le silencier et l'arrêter? Donc ça, je voudrais commencer notre discussion sur la relation entre les perspectives curatoriales et sur les collections avec ces questions. J'aimerais bien penser avec vous, qu'est-ce que ça peut vouloir dire de penser la fidélité envers les collections comme une fidélité, pas seulement à la conflictualité, mais aussi à la réactivation. Donc, Lisa l'a déjà mentionné, je me pose la question, comment la critique du musée
peut-elle avoir des conséquences dans les musées? Des conséquences qui ne sont pas seulement exposées. Et c'est triste que je trouve ça triste que je dise seulement exposées. Et peut-être ça aussi, ça nous donne une nouvelle perspective sur les perspectives curatoriales. Puisque quand la critique du musée est devenue importante dans la théorie muséologique, ça a commencé, nous le savons très bien, dans les années 70 et a vraiment changé la muséologie dans les années 90 en ce qui s'appelait New Museology. Et ce temps-là, si on pense à des textes, par exemple, de James Clifford ou Tony Bennett, mais aussi Donna Haraway et Stuart Hall, moi, je crois que c'est assez clair que l'analyse méthodologique du musée était une analyse méthodologique de la représentation de la nation. Les gens, à ce temps-là, quand ils ont créé des pratiques de critique de représentation dans le musée, c'était en fait des critiques de gouvernementalité. L'idée, c'était de voir comment, dans la représentation du musée, la nation s'organise, se construit et aussi, bien sûr, se construit comme discours qui veut fonctionner dans les gens qui se regardent et regardent le matériel. Maintenant, moi, ma thèse, c'est que mon exemple que je vous ai montré est possible seulement parce que nous ne sommes plus gouvernés seulement par la représentation, mais par d'autres mécanismes que nous appelons avec Free Thought, Irit Rogoff et mes collègues infrastructurels. Nous sommes peut-être moins gouvernés qu'avant par des logiques mathématiques, logistiques, par des structures de management que par l'identification à la nation. Et je pense que le fait que la critique de la représentation a pu être tellement bien intégrée dans les institutions, ça fait partie d'une logique qui, en fait, l'a vidée de son signifiance en même temps. Donc, la représentation n'est plus ce qui nous gouverne tout seul, et donc, la critique de la représentation devient possible comme une représentation du musée lui-même. Est-ce que c'est compréhensible? Oui. Bon, là, dans ma présentation, juste pour vous donner un peu le contexte, probablement vous le connaissez très bien, en octobre 2019, le MoMA a inauguré le réaménagement de sa collection qui a fait sensation, car la disposition historique, jusqu'alors archétypale pour le regard occidental sur l'histoire de l'art du XXe siècle, est fortement marquée par la guerre froide, ou guerre dite froide, parce qu'elle n'était pas froide partout, a été remise en perspective. Il semble tout de même qu'à certains endroits, une canonisation ait été brisée alors qu'elle avait longtemps été considérée comme universelle, ce qui était une perspective, nous le savons, pas universelle du tout, mais très particulière, occidentale, masculine, blanche, etc. Plus précisément, la nouvelle présentation de la collection suit un récit chronologique interrompu. Donc, il y a des œuvres historiques centrales de la collection qui sont confrontées à des œuvres plus récentes dans des clusters thématiques. Les histoires de l'art blanc sont remises en question, les perspectives occidentales sont élargies par des perspectives méridionales, un canon masculin est traversé par le féminisme. Un exemple juste ici, c'est les Demoiselles d'Avignon de Picasso, qui sont par exemple confrontées à une œuvre de Faith Ringgold datant de 1967, plus ou moins le temps de la Art Workers Coalition. Sa peinture monumentale porte le titre triste, parlant, et malheureusement, je pense que très actuel aussi maintenant, titre triste très actuel, American People Series
number 20 die. Et rappelle les émeutes antiracistes qui ont éclaté à l'époque dans tous les pays et leur violente répression. Nous voyons des personnes en tenue de travail, des noirs et des blancs, dans un tumulte, un bain de sang, tout blessés. Dans le langage formel de son travail, l'artiste s'est référé à l'installation du MoMA de l'époque, dans laquelle les Demoiselles d'Avignon étaient présentées ensemble avec Guernica dans les années 1960. Guernica était encore à New York. Et ce qui intéressait Faith Ringgold chez Picasso, c'était son positionnement politique, sa référence à son époque et sa réflexion sur la violence dans la peinture. En référence à cela, l'artiste s'est demandé « How could I, as an African-American woman artist, document what is happening around me ?» Et elle a travaillé sur un langage formel qui exprimait la violence raciste aux États-Unis. Dans les années 1960 et 1970, Faith Ringgold avait exprimé sa position à la fois dans la peinture et dans l'activisme concret. En 1970, par exemple, alors que le Whitney Museum de New York présentait une exposition intitulée 30 Americans et qu'aucune position noire n'y figurait, elle a protesté avec d'autres artistes et institutions comme le Studio Museum Harlem contre la politique des musées blancs. Elle dit, we demonstrated in front of the Whitney and later the Museum of Modern Art so that African American artists could show their work in these museums. Il s'agissait d'institutions publiques qui s'engageaient à servir le peuple. Cependant, on ne pouvait pas trouver d'art réalisé par les African American dans aucun de ces musées. Donc, là, c'est l'œuvre, et là, c'est Faith Ringgold, dans une interview où elle dit ce que je viens juste de vous citer. Donc, on pourrait dire que la nouvelle présentation du MoMA ait répondu à une exigence historique, que les luttes sociales qui se déroulent depuis les années 60 entre l'art et la contestation, et que les artistes activistes du monde entier ont très longtemps porté en travers des histoires de l'art existantes, en travers des canonisations de l'art moderne et contemporain, et enfin porté leurs fruits au XXIe siècle. On pourrait dire que la critique de la représentation soit arrivée au musée en tant que crise de la représentation. Mais comme je vous ai dit, moi, je le doute un peu. Et c'est vrai que nous sommes dans une situation maintenant où semblablement ce qui a été revendiqué a changé. Mais est-ce que c'est vrai? Je le doute. Je pense même que, en termes économiques, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont pires qu'ils étaient dans les années 1970. Et maintenant, on pourrait regarder chacune des demandes un par un, mais et peut-être dans la discussion, on peut y aller, ou aussi dans la journée d'études, on peut regarder le document et vraiment penser, OK, pourquoi et comment un musée peut être fier de montrer ce papier, même si beaucoup de ces revendications semblent aujourd'hui encore plus impensables qu'il le semblait dans les années 60. Laquelle de ces exigences est remplie aujourd'hui et que signifie-t-elle au XXIe siècle? De nombreux thèmes et questions ont changé, mais l'entrée gratuite au MoMA semble aujourd'hui toujours aussi loin d'être réalisée que la rémunération adéquate des artistes. De toute évidence, le travail dans les institutions, tout comme le statut de nombreux jeunes artistes, est devenu plus précaire que sûr. Un exemple concret a été la décision du MoMA de réaliser de finir immédiatement tous les contrats avec les médiateurs artistiques indépendants pendant la pandémie Covid-19. Et ici, j'ai
une open letter to museums and galleries in support of education and other essential workers in 2020. Donc, c'était l'année où moi, j'ai vu l'exposition, où j'ai fait les photos au MoMA. Et donc, cette open letter se lit, je cite, as those most in touch with communities outside of the museums, educators push criticality and innovation. Their work is regularly used to attract donors and supporters to many institutions. That they are first in the line of fire for layoffs is disconcerting, to say the least. This is especially true as gallery education posts are more often to be those in which racialized working class people and women are employed to work with communities who are not members of the cultural elite. At the moment when museums and galleries claim an interest in their diversification, why do they defund the very people and communities made most vulnerable by the current crisis? Donc, l'activisme de 2020 met complètement en question le fait que l'activisme des années 1960 est montré dans une vitrine dans cette institution. Et tout ça me renvoie à notre question de départ. Nous nous trouvons ensemble ici avec cette question. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la collection? Qu'est-ce qu'on fait avec le matériel si le matériel raconte une histoire de lutte, qui en fait devrait être regardée en relation avec ce qu'elle dit. Bien que nombre de revendications formulées dans le cadre de lutte sociale semblent avoir été superficiellement intégrées dans des affichages muséaux, les musées sont aujourd'hui des institutions moins ouvertes, plus capitalisées et plus néolibérales qu'elles ne l'étaient dans les années 1970. Ainsi, alors que la situation s'améliorait, elle se dégradait. Qu'arrive-t-il maintenant aux pratiques artistiques orientées vers l'intervention critique et l'engagement social lorsqu'elles entrent dans les collections des musées? Qu'est-ce qui révèle encore de l'intervention et qu'est-ce qui révèle du tokenisme, c'est-à-dire de la simple politique symbolique avec peu de résultats structurels? Les positions marginalisées ne font-elles pas partie du canon que lorsque cela ne signifie plus rien? Et ça, c'est un peu ma question. Est-ce que le fait que nous voyons un changement de canonisation, est-ce que c'est pas relié avec une crise de représentation qui est, par une logique néolibérale, en même temps, une sorte de vide qui vide en quelque sorte la représentation elle-même. Donc c'est une question plus structurelle que juste il y a une contradiction. Et c'est pour ça que moi j'essaye de penser à cette fidélité critique envers les luttes où la conflictualité est le même. Et je pose la question en anglais: If the museum is a place of sleeping conflicts, how to kiss the struggle awake? Donc, est-ce que ce ne serait pas ça la relation de soin envers les matériaux et aussi les œuvres d'art? Est-ce que ce ne serait pas plutôt la relation avec la conflictualité qui fait en quelque sorte l'affectivité de l'art, je pense. Et donc, avec cette question, je pense que je nous laisse un peu aussi penser pendant les jours qui suivent. Et je vais juste vous raconter que moi, je me suis intéressée, ça c'est aussi peut-être intéressant pour la relation entre les perspectives curatoriales et les collections, au paramusée artistique. Parce que je me suis dit, apparemment, il y a une sorte de, vous l'avez mentionné au début, il y a une sorte de perte d'importance des collections. Et est-ce que cette perte d'importance des collections n'est pas aussi une perte d'importance de l'historisation? Et si c'est le cas, est-ce que
c'est peut-être une des raisons pourquoi, si on pense aux pratiques artistiques envers les institutions, dans les années 70, 1970 par exemple, ou 1990, les artistes parlaient du musée comme mausolée. Ça existe le mot en français? Ils voyaient le musée comme quelque chose de mort, de pas intéressant du tout, si on pense à Smithson par exemple. Et maintenant, beaucoup d'artistes font des musées comme œuvres d'art. Et il y a une différence entre, par exemple, le projet musée de Marcel Brotas, qui ne fait pas confiance au musée, qui est un projet très ironique envers le musée, et les nouveaux projets paramuséaux artistiques. Et c'est pour ça, donc, pour me relier à ma question, si if the museum is a place of sleeping conflicts, how to keep the struggle awake, je me suis dit peut-être je peux apprendre quelque chose des paramusées artistiques. Et donc ça c'est un peu la logique de mon livre sur le musée radical-démocrate. J'ai déconstruit et réapproprié les fonctions du musée à travers de ce que j'ai un peu appris de ces paramusées. Donc, j'ai pris la définition du musée, je l'ai déconstruit et réarticulé. Maintenant, en fait, c'est 6 chapitres, mais prenons ces 4-là. Actualizing the archive, reappropriating space, organizing counterpublics, radicalizing education. Et juste quelques exemples de paramusées artistiques. Moi, je pense que le projet de Kader Attia de Repair me semble un projet extrêmement intéressant. Comme vous voyez, il travaille avec les dispositifs des collections, les dispositifs muséaux, et il présente des collections. Et en fait, il a une très grande collection de traces de réparation de matériaux et de personnages même qui sont reliés à, bien sûr, l'histoire de la violence. En 2012, pour Documenta 13, c'était concrètement l'histoire de la Première Guerre mondiale. Et puisque la guerre détruit de tous les côtés, si on a un regard pas sur l'antagonisme qui est créé par la guerre, mais sur le fait qu'il y a de la violence et que chaque côté se retrouve avec des terribles, pas seulement terribles pertes, mais aussi avec des éléments de réparation et des corps qui sont mutilés et qui doivent être réparés. Cette perspective est absolument contre le binarisme ou l'antagonisme de la logique de la guerre. Et avec cette collection, donc, il crée une autre conflictualité, une autre possibilité aussi. Et c'est la méthode qu'il utilise, la méthode artistique et muséale. Un autre exemple, le Museum of Contemporary African Art, Documenta 11. Un autre exemple, Voluspa Kappa, The Hegemony Museum, à la Biennale de Venise en 2019. Un projet muséologique sur la violence du musée. Et le contrepart de Subaltern Portrait Gallery. Un autre projet est un projet qui a été réalisé à Helsinki quand j'étais là et qui existe jusqu'à aujourd'hui. C'est le musée des formes impossibles. Voilà, je parle pas trop de ça. Et donc, avec tous ces projets, je me suis dit que peut-être c'est une possibilité, ce travail. Peut-être je peux apprendre quelque chose de ce travail artistique qui, avec la méthodologie du musée, propose des discours différents, pas seulement dans le domaine de la représentation, mais en
en créant peut-être des conflits différents, des différenciations différentes, pas seulement ajouter au canon, mais une proposition complètement différente qui aussi peut-être se met en relation avec l'affectivité et la conflictualité. Et ouais. Et en relation de ça, il y a aussi où je mets maintenant en relation parce que c'est très relié avec ma question. Je reviens à ce concept de l'aura qui est magique en quelque sorte chez Walter Benjamin. Si vous y pensez, il y a une certaine magie qui se passe avec l'objet dans la vitrine. Là, ce dont on parle en muséologie, la décontextualisation et récontextualisation qui se passe toujours avec la muséalisation. Maintenant, c'est un changement de valeur magique et je pense que ce changement de valeur magique dans le concept de aura de Benjamin est relié avec le changement de valeur magique dans Marx. Donc, et donc c'est tout le monde le sait dans la muséologie que en fait l'idée du musée avec la plus grande oratisation et aussi l'architecture des musées et leur oratisation, c'est historiquement le même moment que le bonheur des femmes, les grands magasins. C'est la même architecture, c'est la même logique de présentation et représentation. Donc, il y a quelque chose dans cette magie de changement de valeur, une relation entre le concept de l'aura chez Walter Benjamin et le concept de la valeur Tauschwert d'échange, valeur d'échange chez Karl Marx. Et et moi, cette pensée, en fait, je la dois à la lecture de Derrida, de Marx, qui, avec sa méthode de déconstruction, lit de très proche ce passage sur la valeur d'échange et la valeur d'utilisation de Marx. Donc, je l'ai pris, relu ensemble avec Benjamin pour comprendre cette magie. Et en la lisant, aussi avec l'aide de Derrida, de plus en plus, j'ai commencé à lire ça un peu différemment. Et la façon dont je le lis est maintenant aussi un peu reliée avec le fait que Marx, il était aussi un critique de théâtre dans sa vie avant qu'il est devenu personne importante dans l'organisation politique et l'écriture dans l'organisation politique. Et maintenant, je vous la lis et on le pense. On pense ça un peu comme une scène de théâtre. The form of wood, for instance, is altered if a table is made out of it. Nevertheless, the table continues to be wood, an ordinary sensuous thing. But as soon as it emerges as a commodity, it changes into a thing which transcends sensuousness. It not only stands with its feet on the ground, but in relation to all other commodities, it stands on its head and evolves out of its wooden brain grotesque ideas far more wonderful than if it were to begin dancing on its own free will. The mystical character of the commodity does not therefore arise from its use value. Donc, il nous explique qu'en fait, la création de la valeur d'échange, de la commodité a bien sûr absolument inscrit l'idée de la compétition. Et cette compétition rend aussi crée une magie qui fait que la table commence à danser. Bien sûr aussi l'exploitation, mais ce jump d'une valeur à l'autre, c'est vraiment une magie. Et j'ai commencé à me demander
si dans cette magie, dans ce désir qui est bien sûr créé, parce que c'est la capitalisation de désir qui est en fait décrit dans dans ce texte. La capitalisation du désir. Et est-ce qu'il n'y a pas dans le désir aussi un désir de violence? L'exploitation aussi comme désir. Et si c'est le cas, moi, je pense que pour tout objet, il y a ce conflit qui est inscrit dans les objets. Il est inscrit dans les commodités, mais inscrit aussi dans les objets du musée. Et ce qui m'intéresse, c'est exactement ça. C'est ce conflit pétrifié. Et c'est pour ça que je dis aussi how to kiss the struggle awake. Ça m'intéresse de voir et c'est aussi très difficile et compliqué et terrible de se mettre en relation avec la violence qui est inscrite dans la revalorisation des objets. OK. Donc, maintenant, on peut se remettre avec Kader Attia et les conflits pétrifiés, parce que bien sûr, c'est exactement ça avec qui Kader Attia nous confronte. Et voilà. Et maintenant, j'ai fait un peu vite parce que je voulais vous présenter quelque chose qui est un peu plus nouveau et qui est ce concept que je travaille avec Irit Rogoff et qui est le concept de l'inarchivable. Et ici, voilà. On est un peu à la dernière partie maintenant de ma présentation. Est-ce que si on pense au début de notre investigation, si on pense à cette vitrine, est-ce que c'est pas étrange? Il y a presque une dialectique inhérente entre les expositions et les institutions, entre les perspectives curatoriales et les institutions, une contradiction étrange entre les vocabulaires et les représentations radicales d'un côté et la gouvernance néolibérale de l'autre. Et mais je vais vous le lire maintenant de ce côté un peu de l'inarchivable aussi. Je reviens à ma question. Comment la critique du musée peut-elle avoir des conséquences dans le musée? Cette question qui préoccupait la théorie et la pratique muséale à la fin du XXe siècle a changé aujourd'hui. Car depuis le début du XXIe siècle, les théories critiques se répandent comme une traînée de poudre dans la pratique des textes et des contextes institutionnels. Ainsi, les questions pour lesquelles on s'est battu pendant des années, comme le féminisme, l'antiracisme, les politiques environnementales, les critiques institutionnelles, les débats sur l'inclusion, les théories décoloniales et queer, sont maintenant sur toutes les lèvres, alors que structurellement, peu de choses changent pour le mieux. Ainsi, il n'est pas rare qu'un vocabulaire critique durement acquis soit vidé dans une étiquette. Avec en toile de fond le constat sobre que la critique des institutions n'a pas toujours des conséquences positives lorsqu'elle est mise en œuvre dans les institutions, nous souhaitons néanmoins réfléchir encore et toujours aux relations entre théorie et pratique. Et pour le faire, maintenant, et aussi pour venir à l'inarchivable, en fait, je suggère une lecture lacanienne. Donc, je reviens à Lacan. Et moi, je dirais que ce que les expositions, ce que cette vitrine vidée de son sens, ce qu'elle a perdu, c'est la fonction symbolique de la représentation. Pour Lacan, la fonction symbolique, c'est le langage, c'est la loi. C'est ce qui, en fait, voilà, ce qui est une loi. Et si j'ai dit que historiquement la critique de la représentation, c'était une critique de la symbolique de l'État. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est purement imaginaire. Et depuis que c'est purement imaginaire, c'est partout.
Euh, donc, comment pouvons-nous envisager la relation entre les expositions et les institutions au XXIe siècle? Il semble que la relation entre la qualité critique des concepts curatoriaux et le cadre institutionnel soit de plus en plus délibérément coupée. Ce que vous avez dit dès le début. On parle moins des collections et seulement sur les expositions. Et nous pouvons le constater dans de nombreux autres contextes. J'ai par exemple essayé de le montrer à propos du nouvel accrochage du MoMA. Les expositions deviennent de plus en plus critiques, elles deviennent de plus en plus liées à d'autres institutions, tandis que les institutions deviennent de plus en plus néolibérales. Nous avons vu ces dernières années comment des directeurs de musées critiques et radicaux ont dû quitter les institutions qu'ils dirigeaient alors que la représentation de la radicalité augmentait. Qu'est-ce que cela peut signifier pour la relation entre représentation et infrastructure? Voici mon hypothèse. Le complexe exhibitionnel, donc de James Clifford, Exhibitionary Complex, et qui n'est bien sûr pas seulement une bonne chose, mais quand même est de plus en plus mise à mal par les politiques néolibérales. Comme nous ne sommes plus tellement gouvernés par la représentation, le mode des représentations peut être radical, même au niveau des infrastructures, tandis que le mode structurel est de plus néolibéral et privatisé. En termes lacaniens, nous pourrons dire que les représentations dans les expositions est privée de sa dimension symbolique et reste purement imaginaire. Et cela se voit clairement dans l'émergence d'expositions immersives où vraiment on baigne dans l'imaginaire. Et de thèmes comme healing et care qui sont omniprésents, tandis que nous constatons que les cadres institutionnels sont de plus en plus impliqués dans des logiques de branding et financiarisation. Et si on y pense, healing et care, si c'est pas vraiment le soin institutionnel aussi, c'est vraiment des mots imaginaires, si on le pense avec Lacan. Les expositions sont devenues imaginaires et ont perdu leur pouvoir symbolique. C'est pourquoi les artistes s'intéressent de plus en plus aux pratiques infrastructurelles, si on pense à la Documenta 15. Dans le même temps, les institutions réduisent leur pouvoir symbolique aux intérêts néolibéraux. Elles deviennent des outils de la financiarisation et de l'image de marque néolibérale. Maintenant, si nous voulons imaginer les institutions différemment, cela ne peut se faire qu'au niveau de l'infrastructure. Donc, seulement au niveau des collections. C'est pour ça qu'il nous faut des perspectives curatoriales sur les collections. Et ce qui signifie que la dimension symbolique qui est la condition de la possibilité de l'endurance doit revenir. Parce que, aussi radical que soient les expositions, elles représentent la promesse imaginaire qui repose sur le changement permanent dans le capitalisme néolibéral, alors que l'endurance ne peut être organisée qu'au niveau du symbolique, qui est celui de l'institution du musée. Et c'est très intéressant parce que là, de plus en plus, je pense à Lacan quand je fais la muséologie et je me dis que, en fait, Lacan, quand il parle du symbolique, il parle aussi dans le nom du père, par exemple, il parle aussi d'une relation qui est reliée avec quelque chose qui existait avant que je suis née et qui va exister après que je suis mort. Ce qui est vraiment ce que les musées ont comme possibilité. Ce qui sont les musées, je crois. Et de les priver de ça, c'est vraiment un droit qui nous est pris. Donc, moi, je pense que c'est très important de repenser le symbolique en relation avec les musées. OK, maintenant, ça, c'était la dialectique entre le symbolique et l'imaginaire. Mais pour comprendre cette dialectique entre changement perpétuel et endurance, je propose de travailler dans le cadre lacanien et d'ajouter le réel à l'équation. Maintenant, back to violence. Dans le musée, je pense que nous rencontrons le réel
à travers de l'inarchivable. Qu'est-ce que l'inarchivable? Je dois ce terme, l'inarchivable, à Irit Rogoff, professeur de culture visuelle à l'université de Goldsmiths de Londres, avec qui je travaille au sein du collectif curatorial Free Thought et de notre projet à long terme, l'infrastructure spectrale. Et l'inarchivable pour Irit Rogoff et moi, c'est tout, c'est ce qui ne rentre pas dans l'ordre de l'archive, tout ce qui résiste un enfermement à une mise en boîte. L'affectif, le performatif, la mémoire, la résistance, le rebelle, l'entêté, bref, le potentiel autrement. Mais ça ne veut pas dire que l'inarchivable ne se trouve pas dans les archives. L'inarchivable n'est pas l'inarchivé. L'inarchivable hante les archives. En ce sens, l'inarchivable est l'infrastructure spectrale des archives. Il est présent dans les archives à travers des aspects surveillés, mais aussi à travers des... pardon, surveiller, c'est pas le bon mot. Il est présent dans les archives à travers les vides, les manques, les traces de violence. Et pour moi, c'est important que c'est pas le non archivé. Bien sûr, c'est aussi très important de s'intéresser au non archivé parce que le non archivé, c'est ce qui n'a pas trouvé la place dans l'archive à cause des relations de pouvoir historiques. Mais ce qui m'intéresse, c'est le malgré de ces relations de pouvoir. Et il y a des traces de l'inarchivé il y a des traces de ceux qui n'auraient pas de l'inarchivable dans l'archive, de ceux qui n'auraient pas dû y être. Il y a des traces aussi parce que la violence laisse des traces. On veut toujours ne pas laisser de traces, mais c'est pas possible de pas laisser de traces du tout. Et c'est pour ça que cette violence hante les archives, hante les collections. Et moi, je pense que la seule possibilité de se relier, en fait, et c'est aussi un travail impossible parce que le réel, on peut jamais vraiment le regarder, il est trop terrible. Mais la seule possibilité, c'est de se mettre en relation avec cette dimension de l'histoire. Ce fait des histoires de violence. OK. Et une façon de le faire, je l'ai appris avec Irit Rogoff chez Saidiya Hartman, et je cite ici de son livre Wayward Lives, Beautiful Experiments. Et moi, je pense, je vais vous dire ce qu'elle fait dans ce livre qui est vraiment, je vous conseille vraiment de le lire, un livre vraiment très intéressant. Elle travaille avec, est-ce que j'ai des photos ici? Oui, je vous montre un peu. Elle travaille avec des photos de jeunes femmes noires aux États-Unis, des photos qui ont été montrées à l'exposition mondiale à Paris en 1900, parce que W.E.B. Du Bois a fait une exposition où il voulait en fait montrer que les African Americans ont un rôle important dans les États-Unis. Maintenant, ces photos, l'idée pourquoi ils étaient là, c'est de montrer que ce sont des gens tout à fait respectables, etc., etc. Mais Saidiya Hartman, elle ne s'intéresse pas à ça. Elle va dans les archives, elle regarde ces photos de 1900, et elle voit autre chose. Elle voit pas la respectabilité seulement. Elle voit la waywardness. Elle voit dans les yeux de ces femmes qui sont fières, mais on voit aussi la violence. La fierté qui est aussi née de la violence. Voilà. Bon. Et donc, ici, le quote,
I quote, "The wild idea that animates this book is that young Black women were radical thinkers who tirelessly imagined other ways to live and never failed to consider how the world might be otherwise. Yet the inchoate, what you wanted but couldn't name, the resolute, the stubborn desire for an elsewhere and an otherwise that had yet to emerge clearly, a notion of the possible whose outlines were fuzzy and amorphous, exerted a force no less powerful and tenacious." Et Saidiya Hartman, elle va dans les archives, elle regarde les photos, elle prend son temps, elle écrit, elle essaye aussi une pratique d'écriture où elle se libère, où elle met en relation ce qu'elle voit sur les photos et ce qu'elle sait sur l'histoire. Et comme ça, arrive à travailler une narration de l'inarchivable, de ceux qui ne se trouvent pas dans l'archive, mais qui s'y trouvent. Peut-être pas comme quelque chose où on peut mettre le doigt, mais à quelque chose qui peut infecter en quelque sorte. Donc, l'inarchivable est ce qui ne peut pas être archivé, mais qui est quand même dans l'archive. Ce que Derrida appelle l'inconscient archival. J'espère que c'est comme ça en français. L'inconscient de l'archive, peut-être. Dans son livre Archive Livre. Donc, l'inarchivable est ceux qui ne rentrent pas dans l'ordre de l'archive, qui résistent d'être mis dans des boîtes. Je l'ai déjà dit. Le potentiel autrement. Ok, ça, je laisse. Je vous ai montré ça. Et donc, ce que je pense, c'est exactement cette relation réelle envers les collections, et je pense que c'est ça aussi le soin dont j'aimerais parler envers les collections, c'est de se mettre en relation avec la conflictualité de l'inarchivable. If you look closely enough, you can get infected by the unarchivable. C'est ce que j'ai écrit avec Irit Rogoff, and then the unarchivable is actualized. Donc, moi, c'est ma perspective curatoriale sur les collections. Actualiser l'inarchivable à travers l'inarchivable dans les collections. Donc, moi, je pense que le soin pour et dans l'archive n'est pas juste pour le matériel. C'est le soin pour pour les actualisations potentielles, le potentiel autrement de l'inarchivable qui hante les archives comme l'inarchivable. Et ce que Lacan dit sur le réel, c'est qu'il n'existe pas, mais il insiste. Et en fait, la violence insiste dans les collections, insiste dans la beauté de l'art abstrait. On dirait, j'ai vu ton exposition aujourd'hui, et on regarde l'art abstrait, on se dit, ça crie la guerre froide. Mais ça a l'air tellement innocent et libre. Et entendre le cri, ça, c'est la relation avec l'inarchivable. Voilà. Commençons à discuter. Merci. Est-ce que si on m'entend ici, on m'entend sur Zoom? Parfait. Merci beaucoup Nora. Merci d'avoir pris le temps de nous raconter les chemins que tu as pris pour t'inscrire dans notre journée d'études sur les perspectives curatoriales sur les collections. Donc j'invite la salle à te poser une question ou à répondre ou à faire un commentaire. Je peux démarrer si besoin, mais je vois déjà quelqu'un. Est-ce que vous pouvez vous approcher ou merci. Merci. Beaucoup de choses à dire, beaucoup d'idées en tête. Première chose que je me demande, c'est est-ce qu'il n'y a pas un danger de over-analysis, par exemple, d'archives qui, par exemple, cette vision de cet artiste qui regarde les archives et qui voit d'autres choses, est-ce que c'est pas un danger que on rende ça subjectif, en fait, et qu'on voit des choses qui sont peut-être que d'autres ne verraient pas ou qui sont pas forcément dans
comment dire, dans la genèse même de cette archive. C'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui a creusé, qui a ses propres expériences et qu'on regarde ses œuvres et on crée quelque chose. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, puisqu'on critique notre façon de traiter les collections, je me demande, est-ce que, en gros, on est pris avec les collections, on est pris avec une collection d'un musée, que nos ancêtres ont collectionné des objets, des choses. Et là, on regarde ça et on est pris avec ce tas et on essaie de revoir, de revisiter ces collections-là. Je me demande s'il faudrait pas revoir ce qu'on collectionne et revoir je pense qu'on le fait déjà, mais revoir notre manière de collectionner parce que justement, peut-être que certains éléments d'une collection n'ont pas ne sont pas actives, ne disent rien sur un conflit ou sur des sujets d'actualité. Donc, pourquoi on les garde encore si notre objectif ou il y a cette volonté de vouloir créer, vous avez parlé de conflictualisation, donc de créer un discours sur ces objets-là. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas revoir ou ne plus avoir de collection du tout puisqu'on veut parler de certains sujets et que cette collection-là ne nous permet pas de parler de ces sujets-là. Bref. Merci. La première question, vous pouvez vite, juste, c'était La subjectivité. Voilà. Super, merci. Oui, je pense que peut-être Irit Rogoff serait peut-être même très intéressée à la subjectivation. Elle va peut-être même dire que, en fait, il y a que des perspectives subjectives, toujours. Mais moi, je m'intéresse aussi beaucoup à la factualité. Donc, c'est aussi un peu une différence entre elle et moi. Et donc, je comprends très bien cette question. Et je pense que c'est un peu le travail de rechercheur, de mettre les deux en relation. Et je pense que moi, si je parle de ça, moi, comme je lis, Saidiya Hartman, c'est de mettre les deux en relation, de mettre en relation tout le savoir, tous les documents qu'on a, qui ne sont peut-être pas dans cette archive, mais dans un autre. On travaille de plus en plus et après, on le sait, c'est ça aussi l'histoire de l'art. Si on sait plus, on voit plus. Si on voit plus, on sait plus. Et c'est ce travail-là de voir, de regarder si bien qu'on voit quelque chose qui n'a pas été vu avant. Maintenant, que dans ça, il y a toujours un élément subjectif, c'est clair, et je pense que c'est aussi important, et aussi de l'admettre, parce que nous savons de Donna Haraway qu'il n'y a pas une science qui n'est pas subjective, mais en même temps de mettre ça en relation et de se mettre en relation avec ce qui hante. La deuxième question, moi, je pense que effectivement, le fait qu'on n'a pas le droit de jeter quoi que ce soit de la collection, ça fait partie du symbolique qui existe encore. Et si on commence à jeter, on pense qu'on a une relation envers l'histoire qui peut juste se mettre. Je pense que c'est une relation aux ancêtres que je pense qu'on n'a pas le droit. Et ce qui me plaît avec les musées, c'est que ce rôle, cette loi existe en fait dans les musées. Et ce qui montre le travail avec l'histoire, c'est que on peut voir l'histoire aujourd'hui complètement différent qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans. Donc, on ne sait pas ce qui va être intéressant un jour. Et le fait qu'on n'a pas le droit de le jeter, aussi insignifiant qu'il semble, est en fait pour moi la force et la possibilité de révisiter le canon. Maintenant, vous avez raison, il y a des choses qui manquent et ça suffit pas de dire il y a des vides. C'est aussi la responsabilité de prendre des conséquences si on se rend compte que cette histoire a un manque violent. Et c'est pour ça que, oui, bien sûr, je pense que les collections, elles doivent vivre. C'est pas, et aussi changer, mais pas de la manière de juste jeter des choses. Oui, je suis absolument contre cette idée de la, ouais. Voilà, c'est ça. Une autre question pour Nora? Marie?
J'ai un fil limité, donc je peux me rendre à peu près à la moitié de ça de chaque côté, mais peut-être un peu loin. Donc, si vous avez le téléphone pour rapprocher de Non, c'est correct. Je vais venir au micro. Euh, je me demande si, quand le MoMA présente les documents de 1969 de la Art Workers Association, si le MoMA ne présente pas ces documents comme faisant partie du passé, comme un témoignage du passé, comme des documents qui sont finis, qui sont et donc qui sont des témoignages du passé. Alors que je pense que nous, quand on regarde des archives, elles nous parlent au présent. Et ça, c'est toute la différence. Donc, j'imagine bien que pour le moment, il y a aucune culpabilité de présenter des documents de 1969, sachant très bien que ce qui est arrivé, que ce que les artistes dénonçaient ne s'est pas réalisé à l'intérieur du musée parce que c'est figé dans le passé. Et j'insiste parce que nous dans une perspective curatoriale, disons contemporaine, ou à l'extérieur de l'institution, ces archives, tout comme les collections, nous parlent au présent. Et les exposer, c'est actualiser ces documents. Maintenant, j'ai un autre point que j'aimerais aborder avec toi. Tu as cité la notion d'aura chez Benjamin. Je vais amener un autre texte dans la discussion, celui du collectionneur de Benjamin. Parce que ça me rappelle un peu la citation de Marx que tu as mentionnée, et ça explique peut-être un certain nombre de choses quand tu dis qu'il y a une perte ou qu'il y a une amnésie, disons, je le dis dans mes propres mots, une amnésie par rapport à l'histoire de l'objet ou par rapport au document lui-même, à partir du moment où il entre dans la collection et à partir du moment où il est exposé. Benjamin dit qu'il y a un choc au moment où un objet entre dans une collection, il est arraché à sa situation réelle pour faire sens, j'essaie de le citer de mémoire, pour faire sens avec les objets auxquels cet objet appartient nouvellement et il fait sens maintenant avec les objets de la collection. Donc Benjamin dit bien qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de relation qui demeure entre l'objet et sa réalité d'origine, mais que sa signification, elle est transformée. Moi, je dirais, il y a un changement de régime narratif, disons, et que cet objet-là fait sens maintenant à l'intérieur de la collection. Donc, c'est vraiment intéressant. Et je pense que aujourd'hui, les pratiques curatoriales cherchent à retrouver cette réalité d'origine de l'objet pour la faire parler au présent, comme tu le décrivais des archives. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et merci énormément pour ta présentation. Non, super, merci Marie. Absolument. Mais je pense pouvoir dire que Benjamin il s'intéressait quand même beaucoup au choc. Donc, ce qui est, voilà. Et entre les deux, donc, le choc de décontextualisation et récontextualisation. Et ça, ce serait peut-être intéressant pour moi, dans ton exemple, de me relier à ce moment. Et historiquement, si on parle du Louvre, par exemple, la décontextualisation et la récontextualisation, c'est en fait l'appropriation des objets de l'Église et de la noblesse pour le peuple. Ça, c'est le choc, en fait. C'est un choc très politique. Et je pense que cette dé- et récontextualisation, ce choc, est toujours relié avec une transformation qui a une dimension de violence. Et peut-être c'est plus intéressant comme perspective curatoriale sur les collections de ne tomber ni sur l'un ni sur l'autre, parce que Benjamin il va dire si on tombe sur exactement comme tu as dit sur ce qui était avant, on se met dans la position de ce qu'il appelle Einfühlung avec Brecht, qu'on pourrait traduire comme empathie, et il est totalement contre ça, parce qu'il dit l'empathie avec, c'est pas le vrai mot parce que le mot c'est Einfühlung, il dit c'est toujours c'est toujours empathiser avec les existantes
relation de pouvoir. C'est ça pour lui. C'est pour ça qu'il s'intéresse au choc. Parce qu'il cherche des possibilités qui, nous, en fait, vont sortir de l'empathie avec les relations de pouvoir existantes. Bonsoir, merci, c'était vraiment super. Ma question est sur l'inarchivable. En fait, ce que je me demande, c'est que l'inarchivable, il existe. Au fond, c'est ce qu'on se rend compte justement quand on voit les objets, mais comment de un, est-ce qu'on le garde? Et puis, tu sais, comment est-ce qu'on fait aussi sens du fait que c'est ce qui devient inarchivable, en fait? Parce que ça revient un peu à la question de Maya sur le subjectif. Dans le fond, est-ce que on reconnaît l'inarchivable par la personne qui reconnaît ce qui est inarchivable dans ce qui est archivé? En tout cas, je sais pas si ma question fait du sens, mais c'est ça. J'essaie de découvrir un peu si le constat d'inarchivable est lui-même subjectif. Merci. Merci pour cette bonne question. Ouais. Je pense que dès qu'on le constate, on l'archive en quelque sorte. Et donc, il n'est plus inarchivable. Et donc, c'est un peu... Mais ça, c'est peut-être bad news. But good news, il y aura toujours de l'inarchivable. On rend quelque chose d'autre d'inarchivable quand on commence à archiver. Maintenant, ce qui est important pour moi, c'est cette relation de fidélité envers le choc et pas envers l'archivé. Ce qui veut dire que, et l'inarchivable, c'est aussi peut-être le choc, c'est ce qui hante, c'est le spectral, c'est ce qui est là, qui nous organise peut-être même, mais que nous ne pouvons pas organiser. Dès que nous l'organisons, c'est plus inarchivable. Et oui, et je vais juste vous raconter une petite anecdote sur le subjectif qui m'énerve. J'étais professeur documentaire et en fait, c'était Mission Impossible. Mais donc la situation était, on a organisé un workshop sur la question comment travailler avec des archives de documentaires. Et il y a un très grand intérêt de valorisation, un très grand intérêt économique, mais super économique à Cassel, de comprendre ces archives comme vraiment valeur. Ils disent toujours notre source d'or, etc. Et donc, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire avec cette archive? On va organiser un workshop international. Et voilà. Et c'était la première chose qui se passait quand je suis venue à Cassel. Ils m'ont demandé qui est-ce que je voudrais inviter. Et moi, j'ai invité Irit Rogoff. Et elle a présenté ce concept de l'inarchivable. Tout le monde était, oui, super, inarchivable et tout. Et, et la directrice de l'archive documentaire, 6 mois après, elle me dit, Nora, moi, j'étais impressionnée par Irit Rogoff et là, maintenant, je vais faire ma conférence. Je l'organise, moi, avec mon propre argent, pas avec toi. Tu peux parler si tu veux, mais je vais l'appeler archiver l'inarchivable. Et je vais faire référence à Irit Rogoff. Je lui ai dit, tu peux le faire, mais t'as pas du tout compris. C'est comme, je lui ai dit, c'est comme policer l'inarchivable. C'est A, ça fonctionne pas, mais B, ça gâche tout. Mais bien sûr, elle a fait ça, elle a invité plein de gens de Getty Research et les gens de Getty. Non, mais vraiment, ils sont venus à Cassel. Ils ont dit, ah oui, oui, l'inarchivable, c'est très intéressant, c'est toutes ces choses qui sont pas sur papier dans une exposition. Nous avons créé des technologies de documentation qui puissent aussi mettre dans l'archive, je sais pas quoi, en fait, peut-être des caméras vidéo partout. Mais c'est vraiment pas ce que je comprends comme l'inarchivable. Donc oui, il y a des éléments de subjectivation et c'est absolument bien de nous faire comprendre que c'est aussi un danger.
On a une question d'Emmanuel Château-Dutier en ligne. Je sais pas, Emmanuel, si tu peux ouvrir ton micro puis poser ta question. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Dans votre présentation, vous utilisiez le même terme pour parler de la représentation mimétique ou symbolique et de la représentation muséale à travers l'exposition. Alors, ça crée un effet un peu de circularité qui est intéressant dans le propos, mais je pense que l'emploi est volontaire et a plus de signification que ça dans ce que vous disiez. Notamment, à un moment, vous faisiez la différence entre la représentation et l'infrastructure, ou l'infrastructurel. Donc, j'aurais souhaité qu'éventuellement vous reveniez là-dessus. Ma deuxième question est un petit peu en lien avec ça. Vous disiez que vous pensiez que nous étions dans une relation avec la représentation dans laquelle la représentation n'est plus en relation avec ce qu'elle représente et qu'elle est vidée de sa substance. Comment les artistes parviennent-ils à déjouer cette neutralisation dans un monde de l'art contemporain qui est de fait de plus en plus inféodé au néolibéralisme? Et je me demande d'une certaine mesure dans quelle mesure finalement il joue pas seulement des apparences de la contestation. Merci beaucoup. C'est juste pour répondre à la deuxième question d'abord. Oui, c'est une contradiction, c'est vrai, et une contradiction. Moi, je vois que je peux juste aussi un peu le mentionner, le mettre sur la table, mais il y a toujours le danger de se boucler dans cette contradiction. Mais maintenant, la première question, merci beaucoup aussi pour cette question, et peut-être après que je l'ai répondu, on arrive à la seconde. Mon livre sur les musées, le musée radical-démocrate, il a commencé avec une question de recherche qui était en fait qu'est-ce qui vient après la représentation? C'était ma question de début. Je me suis dit, la critique de représentation était très importante pour les musées, années 70, 90. Et après, je me suis dit, qu'est-ce le post-représentatif? Qu'est-ce qui se passe dans les musées? Puisque j'ai l'impression que il n'y a pas seulement la critique de la représentation, mais il y a aussi des turns, ça s'appelait turn tout le temps, discursive turn, choreographic turn, educational turn. Donc j'ai commencé au début à faire la recherche sur tous ces turns pour comprendre comment dans les musées il y a quelque chose de post-représentatif. Il y a des démarches qui cherchent à se relier dans le musée, pas à travers la représentation. J'ai commencé avec ça. Et donc, bien sûr, vous avez raison, j'ai beaucoup aussi lu et écrit sur le terme de représentation, le terme politique de représentation, la crise de représentation politique, la crise de représentation dans l'histoire de l'art. Et donc, notamment, puisque je viens beaucoup aussi de la théorie politique radicale-démocrate, la logique qu'on appelle aussi post-démocratique. Et je pense que, oui, dans tous ces domaines-là, il y a une certaine diminution de pouvoir de la représentation. On peut le voir dans le domaine politique aussi bien que dans le domaine des musées. Et donc, et ça, c'est un peu la thèse de Irit Rogoff sur le concept de l'infrastructure. Donc, on peut dire que la façon dont nous sommes gouvernés a changé à un certain moment. Nous ne sommes plus surtout gouvernés avec l'identification représentationnelle, mais par d'autres moyens qui sont des moyens que nous appelons dans notre projet infrastructurel. Ce qui veut dire que ce sont les mathématiques, logistiques, aussi des médias, mais aussi le fait que nous sommes pas gouvernés par le ministre qui dit OK, dans notre État, les musées vont parler de ceci ou de cela. Ça, c'était une logique. Par exemple, dans les années 50, 60, 70, c'était clair qu'il y avait des thèmes qu'il fallait faire.
aujourd'hui, on n'a juste pas assez d'argent et après il y a open call, et le open call dit déjà le thème, mais la relation envers ça, c'est une relation de concurrence, d'application, et après, donc toutes ces logiques sont beaucoup plus des logiques d'infrastructure et de mathématiques et de logistique que des relations d'identification. Et ça, donc, je pense que c'est une gouvernementalité post-représentationnelle. Et quand je me suis rendu compte que cette logique de présence aussi, qui serait peut-être la logique post-représentationnelle, et fait elle-même partie de la logique néolibérale, je me suis méfiée de mon propre thème et j'ai complètement changé mon thème. Je me suis dit, non, c'est pas ce qui vient après la critique de la représentation, c'est pas la fin de la représentation. Ça doit être autre chose. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à ces stratégies infrastructurelles. Maintenant, juste pour continuer la question, parce que la seconde partie de la question, c'était que les artistes qui font ça, est-ce qu'ils ne font pas eux aussi partie de la néolibéralisation? Et oui, j'ai par exemple, pour Documenta 15, je me suis posé cette question parce que clairement, le concept de Documenta 15, c'était un concept infrastructurel, Lumbung. C'est l'idée de partager les ressources. Mais en même temps, oui, ça fonctionne aussi sur le marché. C'est pas que ça fonctionne pas. Et donc, c'est vrai, ça crée des contradictions. Maintenant, je pense que ça vaut la peine de regarder ces contradictions de près pour comprendre comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que j'essaye de les exprimer. Merci. Alors, il y a un vin de l'amitié qui nous attend à la galerie de l'UQAM. Vous êtes tous et toutes invités. Petit rappel pour demain matin. Nous allons commencer à vous accueillir à 9h. La première séance va commencer à 9h30 précise. On a un très gros programme. On aura de la place pour la discussion. On a très hâte de vous revoir demain. Merci énormément, Nora. C'était vraiment un plaisir de t'entendre.